John DeLorean, fondateur de la DeLorean Motor Company, ne voit pas le bout du tunnel. Sa voiture, son projet, son bébé, la DMC-12 ne se vend pas du tout. Lui qui a investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans ce projet, qui doit aboutir à la meilleure voiture du monde, voit sa compagnie couler de plus en plus chaque jour et plus le temps passe, plus cela renforce sa dépression. En tant que passionné d'automobile, John pense aux idées les plus sombres au vu de la distance grandissante qui sépare lui de son rêve. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un an plus tard, la DMC-12 deviendra une icône, ce qui permettra à la DeLorean Motor Company de se remettre à flot et à devenir un constructeur prospère. Oh attendez, nom de Zeus, je me suis trompé de dimension. Revenons dans la vraie réalité. Et accrochez-vous bien, car le retour ne sera pas de tout repos. Et oui, parce qu'en 1984, le Johnny sort de 2 ans de prison après une histoire de cocaïne et de FBI. Son entreprise a fait faillite aussi 2 ans plus tôt à cause du big flop de la DMC-12. C'était une vraie merde. Et pour le connaître tout, il est criblé de dettes. Cependant, ne t'inquiète pas, John. Et vous aussi, ne vous inquiétez pas, car en 85, soit un an plus tard, la DMC-12 deviendra quand même une icône de la pop culture grâce à... En effet, c'est en 1985 que sort dans les salles obscures le premier volet de la mythique trilogie Retour vers le futur. Et cette dernière, eh bien, elle a une sacrée histoire parce qu'elle a bien failli ne jamais voir le jour. Car c'est en 1980 que Robert Zemeckis et Bob Gale, deux amis de l'université de Californie du Sud, ont conçu l'idée d'un film sur le voyage dans le temps. Le problème, c'est que Zemeckis, qui réalisera plus tard Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump ou encore Polar Express, eh bien en 80, il sort avec son ami de 2 échecs commerciaux, Crazy Day en 78 et La Grosse Magouille 2 ans plus tard. Du coup, aucun studio ne veut de ce projet et les deux Bobby se voient refuser 40 fois leur film durant 4 ans. Mais en 84, Zemeckis se voit confier par Michael Douglas la réalisation de À la poursuite du diamant vert. Et là, le talent de Zemeckis fait encore ses preuves, le film sera ici un succès critique, mais aussi et surtout commercial. De là, les studios seront plus faciles à convaincre, d'autant plus que Steven Spielberg rejoindra la partie. Car oui, Spielberg, Zemeckis et Gale sont amis depuis 73, date à laquelle Zemeckis a remporté le Student Academy Award grâce à son film Field of Honor, que Spielberg a vu et dont il a été impressionné. Donc avec le succès de À la poursuite du diamant vert et la venue de Spielberg, qui on le rappelle venait de sortir 2 ans auparavant E.T., qui a été le film le plus rentable jusqu'en 93, détrôné par un certain autre Spielberg, je vous cache pas qu'il rassure un peu les studios. Ces plusieurs facteurs font que la Universal Pictures, avec la nouvelle société de production de Spielberg, décide d'accompagner Zemeckis et Gale pour la production de Retour vers le futur. Le tournage peut alors commencer, mais les débuts sont un peu compliqués. Le rôle de McFly est d'abord confié à Eric Stoltz à cause du refus du réalisateur de la sitcom Sacrée Famille de prêter Michael J. Fox, l'acteur numéro 1 pour Zemeckis et Gale, pour le premier rôle. Quelques semaines passent et malgré que Stoltz joue bien le rôle, il est renvoyé. Il n'a juste pas ce truc dans le jeu qu'a naturellement J. Fox. Ce dernier, après avoir trouvé un accord avec le producteur de Sacrée Famille, prendra alors le rôle de McFly, ce qui fera qu'il enchaînera dans la même journée le tournage de Sacrée Famille et de Retour vers le futur. Le Doc, quant à lui, devait être joué par John Lithgow, mais ce dernier étant indisponible, le rôle sera alors confié à Christopher Lloyd. L'équipe est enfin prête, le tournage va être repris de zéro, ce qui va rallonger de plusieurs millions de dollars le budget qui atteindra au final 19 millions, assez conséquent pour l'époque. Bon, je vais vous épargner tous les détails du tournage et de post-production pour passer directement à la sortie américaine du film le 3 juillet 1985. Directement, c'est un gros succès. Le film restera premier du box-office pendant 3 semaines. Et en même temps, la recette est parfaite. On a un ado cool, un scientifique déjanté, des voyages dans le temps, de l'humour, une ambiance incroyable grâce entre autres à la musique, un scénario en béton, une mère qui tombe amoureuse de son fils. Non, bizarre un peu. En France, le film sort le 30 octobre 1985 et le succès est là aussi, près de 3,5 millions d'entrées tout de même.
mais la critique reste cependant mitigée. Tenez, on va lire par exemple la critique de l'époque du torchon qui est de l'éminent journal Libération. Un des plus consternants navets qui produit la bande à Spielberg, Retour à le futur et le ramassis d'images le plus inoffensif que l'Amérique nous ait envoyé depuis des années. Bon allez ta gueule. Au total, le film rapportera 380 millions de dollars pour un budget de 19 millions. Il gagnera même l'Oscar du meilleur montage sonore. Autant vous dire qu'avec tout ça, la Universal est complètement d'accord avec les fans sur le fait qu'il faut une suite. Et ça, Zemeckis et Gay n'avaient pas trop pensé à en faire une. Mais bon, je vous cache pas qu'il y a tout trouvé quand on regarde la fin du premier opus. Hey Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Les deux amis partent alors de zéro, ce qui a fait qu'il y a eu 4 années sans McFly et le Doc sur le grand écran. C'est d'abord Gale qui s'y est collé tout seul car Zemeckis était très pris par son autre réalisation qui veut la peau de Roger Rabbit. Les mois passent et le scénario devenant de plus en plus garni, ce qui devait constituer qu'un seul film, Paradox, constituera au final 2 films distincts. Et cela posera un peu problème pour la Universal parce que qui dit 2 films dit 2 budgets et là on parle de 40 millions pour chaque film. Après plusieurs négociations avec la société de production concernant ce problème de budget, un accord est trouvé et le tournage de Retour vers le futur 2 et 3 est lancé. La même recette est utilisée et en 1989, la deuxième fournée de Retour vers le futur sort au cinéma. Et cette fois-ci, la queue critique est encore un peu plus mitigée que le premier opus, mais bon, niveau spectateur, ça fait encore le travail. Pour un budget de 40 millions, le film va rapporter un peu plus de 330 millions de dollars. Mais que raconte ce deuxième opus ? Eh bien, je vous l'avais dit, la suite était toute trouvée. En effet, le Doc revient en 85, comme on le voit à la fin du 1, et il emmène McFly et sa copine en 2015 pour sauver leurs enfants. Pour Jennifer, elle va finalement servir un peu à rien car elle va dormir, se réveiller, crier et redormir. Enfin bref, les deux comparses vont réussir à sauver la famille de McFly et reviennent ensuite en 85. Sauf que ce n'est pas le bon passé puisque le vieux Biff, qui est un personnage du 1, en 2015 il a reconnu McFly et le Doc et il va les suivre. Normal, tu vois deux bougs avec la même tête qu'il y a 30 ans, tu te poses des questions quand même. Donc après, il va saisir l'opportunité de prendre la DeLorean pour retourner en 55 pour donner à son lui jeune un almanach des résultats sportifs jusqu'à l'année 2000. En comprenant de suite comment marche une machine à remonter le temps, Biff fait son aller-retour ni vu ni connu. Ce qui fait que le continuum espace-temps a changé car maintenant Hill Valley n'est plus que chaos et est alors dirigé par le richissime Biff Tannen, caricature de Trump. Le scientifique et l'ado décident de retourner en 1955 pour reprendre des mains du jeune Biff l'almanach des résultats sportifs pour que tout redevienne dans l'ordre. Ce retour en 55 se conclut par un succès et offre en plus un visionnage des scènes du premier film sous un autre angle qui sont plutôt sympathiques. Donc voilà pour le gros du scénario et à la fin du film, la bande-annonce du troisième opus de la trilogie se lance car oui, il est déjà tourné, le rendez-vous pour les fans est donc pris, ce sera un an plus tard. En 1990 sort alors le troisième et dernier opus de la trilogie pour conclure cette sacrée histoire. Et là je vais pas vous faire tout le scénario, mais McFly va décider d'aller chercher le Doc parti malencontreusement à la fin du 2 en 1888. Il arrive après un énième voyage dans le temps à l'époque western. Et là c'est génial parce que moi j'adore les westerns et en plus notre protagoniste va prendre le nom de Clint Eastwood et qui est le GOAT. Il y a même de nombreuses références à la trilogie de dollars de Léon, du pur régal. Il y a même un petit clin d'œil à la vie privée de Eastwood qui n'a pas dû le faire sourire au moment de cette scène. Il est 8 heures! Viens te battre si t'es pas un lâche! Mais il est pas encore 8 heures! Ben, maman, oui! Réglons nos comptes une bonne fois pour toutes, avortons! Où est-ce que t'as rien dans les tripes? Ça a dû le ramener 20 ans en arrière où il refusait un duel au pistolet avec l'écrivain Romain Gary. C'est pas grave Blondin, je t'aime quand même. Bon là encore le film c'est la même chose que les deux précédents. De l'humour, des situations rocambolesques, des références à Thierry Larigot et même des références des autres films. Il y a même à la fin un putain de train qui vole. Et juste avant que ce putain de train vole, on a le droit à un beau message du Doc. Parce que malgré le fait que ce soit une comédie de science-fiction, il y a un message et un beau message. Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance, pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez, alors faites qu'il soit bon, pour chacun de vous. Voilà, notre vie découle de nos actions, on maîtrise en grande partie notre destin, donc prenez votre vie en main et affirmez-vous. Regardez le daron à McFly, jeune, il se seyait dans les arbres, était une victime et il est resté toute sa vie. Mais grâce à son futur fils, il va enfin répondre et foutre une mandale à Biff. Et même il va offrir un 4x4 à son fils.
Parce que oui, on est dans les années 80, donc on offre à son fils un 4x4 Toyota. Tu prends le film aujourd'hui, Marty il ouvre son garage, il voit ça. Enfin bref, les temps changent et c'est pour ça que le film reste prospère à travers le temps, car c'est un peu comme un musée où l'on peut apprécier un temps que moi personnellement je n'ai pas connu, mais qui fait quand même rêver. Plus généralement, c'est ce à quoi le cinéma aspire, figer des images pour retrouver son ambiance, sa saveur quand on ira les regarder et les revisionner. Ce qui fait que finalement, quand on lance un film, c'est un peu comme si on atteint les 88 miles avec la DeLorean et qu'on retourne pas dans le futur, mais dans le passé.